Me voici dans ma chapelle ardente. Et de toutes parts des murs, il n'y en a plus. À droite, à gauche, je vois la forêt des flambeaux qui m'entourent. Non point de cires allumées, mais de puissants astres, pareils à de grandes vierges qui brûlent. Et moi, l'homme, l'intelligent, me voici couché sur la terre, prêt à mourir, exposé comme sur un catafalque solennel, au plus profond de l'univers et dans le milieu même de cette bulle d'étoiles et de l'essaim et du culte, à quoi pourvoit avec ses évêques et ses patriarches l'inépuisable clergé de la nuit. Au-dessus de moi le pôle, à mes côtés, au lieu de murs, l'infini et l'équateur des animaux fourmillant de l'étendue, cela que l'on appelle voie lactée, pareil à une forte ceinture. Salut étoiles, salut mes sœurs, salut brillantes, des profondeurs de l'infini, vous brûlez toutes à la fois en silence cette seconde qui me reste à vivre. Non, je ne suis pas seul. J'ai bien vrai qu'aucun prêtre entouré de la pieuse communauté ne viendra m'apporter le viatique. Mais déjà les portes du ciel se rompent et l'armée de tous les saints portant des flambeaux dans leurs mains s'avance à ma rencontre, entourant l'agneau terrible. Pourquoi cette femme? Pourquoi la femme tout d'un coup sur ce bateau? Qu'est-ce qu'elle en vient faire avec nous? Est-ce que nous avions besoin d'elle? Vous seul en moi tout d'un coup à la naissance de la vie, vous avez été en moi la victoire et la visitation et le nombre et l'étonnement et la puissance et la merveille et le son. J'ai essayé, je me suis donné. Et vous ne m'avez pas accepté, et c'est l'autre qui nous a pris. Ah, c'est malin avec moi d'être le plus fort. Et c'est malin aussi tout d'un coup de m'avoir apporté cette femme, on peut dire que vous l'avez choisie au bon moment. 40 jours sur ce bateau et de m'avoir installé en face d'elle, sans que je puisse bouger. 40 jours en face d'elle sur ce bateau pour que j'aie bien le temps de la regarder, celle qu'il fallait. Dans un petit moment, je vais vous voir et vous m'interrogerez, et moi aussi, je vous interrogerai. Ah, c'est malin. Est-ce que je ne suis pas un homme? Pourquoi faites-vous le supérieur avec moi? Pourquoi est-ce que vous faites le Dieu avec moi? Oh non, ça va, n'écoutez pas. Ne faites pas attention, ça va bien. Vous êtes là et c'est assez. Taisez-vous seulement qu'il y ait place de vous entendre. Il y a eu une fois communication de votre silence, ça va bien. Il n'y a pas besoin d'explication. Les autres, quoi, les autres? Mais oui, cela existe, bon gré, mal gré, cela existe, oui. Mais oui, pas moi tout seul, soyez témoin que je ne me plais pas à moi-même, pas moi tout seul, mais oui. Je l'ai appris, oh ça oui, on s'est joliment arrangé pour me l'apprendre, pour me le fourrer dans la tête. Pas seulement dans la tête, entre mes bras. Pas seulement entre mes bras, quelqu'un avec mon âme pour se conglutiner avec moi, par le moyen de mon cœur et pour me l'arracher. Ah, je sais maintenant ce que c'est que l'amour, et je sais ce que vous avez enduré sur votre croix dans ton cœur. Si vous avez aimé chacun de nous terriblement comme j'ai aimé cette femme, et le râle et l'asphyxie et l'étau, je l'aimais, oh mon Dieu, et elle m'a fait cela. Tu entends? On nous a fait cela, camarades, à tous les deux. Plus que le cœur, cette espèce de non-vivant en moi qui me fait et qui m'anime. Trahi. On me l'a arraché. Et vous savez de quelle soif, ô Dieu, et sécheresse, et horreur, et extradition. Je m'étais saisi d'elle. Et on nous a fait cela. Ah, vous y connaissez, vous savez, vous, ce que c'est que l'amour trahi. Et je n'ai pas peur de vous. Ah, ça valait la peine de créer le monde. Et la croix par-dessus n'était pas trop. La voilà qui s'est sauvée, comme elle dit.
Et parce qu'elle s'est sauvée, la voilà qui se figure follement que ça y est, que c'est fini. Comme s'il n'y avait pas ce million d'étoiles autour d'elle qui montent la garde. Moi, c'est cela que j'ai tiré au sort. C'est cela que j'ai gagné à la loterie. Une sacrée loterie qui ne cesse pas un moment de se combiner, de se recombiner. Moi, c'est cela que j'ai tiré au sort. Élève d'Antoine Vitez au conservatoire, Patrice Carbrat entre à la Comédie-Française en 1973 et en devient le 464e sociétaire en 1977. Interprète mémorable de Mesa dans Le partage de midi de Claudel, mise en scène par Vitez, il se distingue également dans le répertoire classique, interprétant aussi bien Marivaux et Molière, notamment dans Le jeu de l'amour et du hasard de Jean-Paul Roussillon et Le Don Juan de Jean-Luc Boutet. Après avoir quitté le français en 1983, il s'exerce à la mise en scène et accompagne les débuts de Yasmina Reza, dont il crée plusieurs pièces, dont Art. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre enfance passée en Bretagne? De votre entourage, de l'enfant que vous étiez? Aucun. Même si les années 1950-1960 sont synonymes d'un travail autour de la diffusion des arts et de la décentralisation de la culture, comme en atteste la création du Festival d'Avignon ou celle du Théâtre National Populaire, comment se sont manifestés depuis la Bretagne vos premiers rapports au théâtre? Le théâtre, c'est à cause de la Compagnie de Jésus. J'étais interne dans un collège, on appelait ça comme ça, aujourd'hui on dit un lycée privé, un collège de jésuites à Vannes. Et il y avait un système de pédagogique un peu particulier qu'ils avaient inventé, qui concernait les plus âgés d'entre nous, c'est-à-dire les secondes, premières et terminales, qui étaient réunis non pas par promotion, mais autour de ce qu'on appelait une activité. Donc ça pouvait être la musique, le sport, la biologie, la céramique ou le théâtre. Donc il y avait une équipe théâtre qui se produisait. Il y avait une salle de spectacle à l'intérieur du collège et qui se produisait 2 fois par an. 2 et quelquefois 3, parce que s'il y avait des grands vœux, vous savez que les jésuites prononcent leurs vœux définitifs très tard, pas avant 36 ans. Donc il y avait certains de nos professeurs qui prononçaient leurs grands vœux et à ce moment-là, il y avait une représentation. Par exemple, Meurtre dans la cathédrale, je me souviens vaguement de ça, le malade imaginaire de Bourgeois gentilhomme, une pièce de la restauration anglaise qui s'appelle Cerbès pour conquérir, de Goldsmith, qui est en fait une espèce de paraphrase du jeu de l'amour et du hasard. Et donc j'étais fasciné par ça. On a 10 ans passé sa vie entre les 4 murs d'une prison. Mais il y avait ça. Ça me fascinait. Et puis, au moment où j'ai eu l'âge, j'ai postulé pour entrer dans cette équipe, et voilà. Et qu'est-ce que vous avez joué? Bon, je me souviens plus très bien. Parce qu'évidemment, c'était comme le théâtre élisabétain ou japonais aujourd'hui. On jouait des rôles de femmes et des rôles d'hommes. J'ai joué Monsieur Hardcastle dans Elisabeth pour conquérir. C'est l'équivalent de Monsieur Orgon dans Le jeu d'amour. Et donc, quand on était en équipe théâtre, en plus, quand le Centre dramatique de l'Ouest, le CDO à l'époque, venait jouer à Vannes, parce qu'à l'époque, les centres dramatiques de l'Ouest étaient tout le temps en tournée régionale. Et donc, quand ils venaient à Vannes, jouer au patronage laïque, je crois, qui était pas loin du collège, on avait le droit d'y aller. Et alors là, j'ai vu des tas de choses, et admiré des tas d'acteurs que j'ai après connus ensuite pour certains, Homme pour Homme, Antigone, Sophocle, un Musset, Richard III. J'ai presque tout vu de leur production de ces 3 années-là, à l'exception d'une pièce de John Osborne qui s'appelle, en français quelquefois, La paix du dimanche, ou Le jeune homme en colère. Ça, on nous avait dit non. C'est très très ennuyeux, mais c'est une pièce qui a été extrêmement importante dans l'histoire, pas seulement du théâtre, si, quand même du théâtre anglais, et même qui a marqué une espèce de tournant de civilisation pour les Anglais. C'est la génération qu'on a appelée les jeunes hommes en colère. Et ça a marqué le moment de la fin de l'Empire. Le moment où, c'est en 56 que ça a été créé.
un nouveau théâtre s'invente, une nouvelle société s'invente, qui va donner les mini-jupes, les Soho, etc., etc., les Beatles finalement, etc. À part ça, c'est assez rasant. Je sais pas pourquoi on ne voulait pas que... C'est très très bavard comme tout ce que écrit Osborne. Mais au fond, oui, c'est un peu scabreux, oui. C'est deux couples d'origine prolétaire, sauf la jeune, une des jeunes femmes qui est, elle, upper class. Enfin, voilà. Après le baccalauréat, vous quittez la Bretagne pour Paris, où vous fréquentez d'abord le cours Simon avant d'être admis en 1970 au Conservatoire de Paris, dans la classe d'Antoine Vitez. Ces deux institutions jouissent d'une réputation prestigieuse dans la formation des comédiens, puisque nombre d'acteurs de la Comédie Française y ont été formés. Vous portez pourtant sur ces années d'apprentissage un regard critique, notamment à l'égard de certains professeurs du conservatoire. Pourquoi ? Vous savez, le conservatoire à cette époque, c'était... on ne faisait pas grand-chose. Hein. Professeur ronronnait, il y avait Louis Seigné, il y avait Robert Manuel, il y avait Georges Chamara, il y avait Lise Delamarre, ils étaient tous sociétaires ou ex-sociétaires à la Comédie Française. Et alors, les indications sont du ça. Ah non, non, non. Au français, là, elle est de l'autre côté de la table. Mais c'était pas des gens intéressants. Moi, j'aimais beaucoup Persigné, que j'ai jamais été son élève, hein, mais... Et puis Chacha, que j'ai très bien connu après, enfin Chamara. C'était un homme délicieux, et aussi Maurice Jacquemont. Et puis il y avait deux professeurs de la classe d'ensemble. En fait, la classe d'ensemble, c'était destiné à monter des pièces avec les élèves dans le théâtre du conservatoire. Donc il y avait Jean Meyer, qui était un sale con, et il y avait Pierre Wald, qui était un homme très intéressant. Mais c'était un homme très singulier, il avait commencé chez Dulin, autant que je sache. On disait, je sais pas si c'est vrai, qu'il avait été médecin. C'était un petit bonhomme avec une belle gueule très bizarre. Et il avait, dans les années 50, été très très actif au théâtre. Malheureusement, il a monté que des pièces médiocres ou nulles, qui ont tout de suite été oubliées. Il a été longtemps marié avec Lila Kedrova, qui est la bouboulina du film de Kakoyanis, Zorba-Berek, et qui est une actrice aussi très singulière. Par exemple, je vais vous raconter juste une histoire pour dire quel genre d'homme c'était. Un jour, on répétait Britannicus. Il mettait en scène Britannicus. C'était John Balmer qui jouait le Néron. Bon, à l'époque, il s'appelait John, maintenant il s'appelle Jean-François, je sais pas pourquoi. Et je jouais Narcisse. Et un après-midi, on répète comme ça. À la fin de la répétition, il dit à Balmer, « Tu sais, mon petit John, si tu avais été menuisier, et que tu avais travaillé comme tu viens de répéter, tu te serais coupé un doigt. » D'ailleurs, je dis ça parce que ce qu'enseignaient le mieux ou le plus les professeurs de théâtre, c'est une morale. Ils apprenaient la vie. Ils apprenaient une attitude vis-à-vis du métier, ou pas. Et donc, dans ce sens-là, ça pouvait être vraiment des maîtres. Est-ce que l'enseignement de Vitez était fondamentalement différent de celui des autres professeurs ? Fondamentalement, il n'avait absolument rien à voir. D'abord, il ne parlait pas d'élèves. Pour lui, on était des jeunes acteurs. Ensuite, la liberté était totale. Et donc, on se livrait à toutes sortes d'expériences, et lui, avec nous, enfin, là, il faisait un peu un cahier de brouillon, des exercices sur des textes, sur des personnages. Et donc, on avait vraiment des élèves de Vitez, une sale réputation. Les gens qui faisaient des trucs bizarres, qui n'allaient jamais pouvoir faire ce métier. Et je ne sais pas pourquoi Antoine s'est attaché à moi et m'a offert son amitié d'emblée. Alors, je l'ai suivi, évidemment, et j'ai travaillé avec lui. Oui, j'ai commencé, quand j'étais au conservatoire, à jouer, à gagner ma vie, si vous voulez, comme acteur. Et là, le premier spectacle, c'était
le premier spectacle du théâtre des quartiers d'Ivry que fondait Antoine Vitesse, qui s'appelle Faust, qui était Faust de Goethe. Et la grande fierté, c'est d'être sorti premier du conservatoire, premier nommé, malgré les ricanements qui entouraient notre travail. Et puis ensuite, mais seulement ensuite, et plus tard, Antoine est devenu une vedette de l'enseignement au conservatoire. Mais c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, à l'époque, personne ne savait qui il était. Le premier moment où on a commencé à parler de lui, c'est quand il a mis en scène Electre. Ce qu'il appelait les petites formes des amandiers. C'est un spectacle qui se promenait, ça allait dans différents lieux autour de Nanterre. Et là, on a commencé à s'intéresser à son travail. Enfin, je veux dire, la presse, c'était pas sa première mise en scène, hein, mais en fait, il a commencé à faire du théâtre très très tard. Quand je l'ai connu, il allait avoir 40 ans. Et il était prof depuis 1 an ou 2. Donc il a vraiment eu beaucoup de difficultés à survivre matériellement, parce que très tôt il était marié, il avait 2 filles. Et il courait le cachet comme les jeunes acteurs de cette époque. Et il avait commencé à faire des mises en scène, mettons, en 64, 65, je crois, chez Jautré à Racan. Et en ce qui concerne le cours Simon? C'était un drôle d'endroit. Moi, évidemment, je connaissais rien, j'étais fasciné par tout ça. C'était absolument lamentable. Mais lamentable à un point qu'on imagine mal. La notoriété, la renommée du cours Simon avait été fondée sur le fait que c'était la première école privée d'art dramatique que René Simon avait créée sur le modèle du conservatoire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait différents professeurs. Et lui donnait aussi une classe d'ensemble, il s'occupait de théâtre classique censément. Mais il y avait parmi les profs, des gens très 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 bien, mais simplement ils étaient un peu étouffés, notamment Béatrice Lord ou Philippe Brigaud, qui je vois beaucoup. Mais ça, je vous le dis maintenant, mais à l'époque, René Simon paraissait un dieu vivant. Il y avait un palmarès, c'était le premier cours d'art dramatique. Ça avait été le cours où avait étudié Michel Morgan, Pierre Monti, j'en passe, des centaines. Et donc, on peut être très très sévère avec le Simon de ces années-là. Ouais. Mais en même temps, c'est le seul endroit dont j'avais entendu parler. Oh, par un jésuite en plus. Qui me dit, vous voulez faire du théâtre? Très bien, très bonne idée. Alors vous allez aller au cours Simon. Je sais pas comment ils connaissaient le cours Simon, mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Le conservatoire demeure néanmoins un lieu de rencontre. Que vous ont apporté ces années passées au conservatoire, sur le plan humain, donc dans votre rapport aux autres, à vous-même, à la scène? Beaucoup de choses. L'intérêt du conservatoire, même si on a un excellent professeur, c'est d'être un lieu de rencontre. Rencontre entre des jeunes acteurs dont certains deviendront des professionnels et font des carrières, comme on dit, et puis des professionnels aguerris qui enseignent, qui sont acteurs ou metteurs en scène, ou les deux, et on fait du théâtre toute la journée. On peut faire du théâtre toute la journée. Il y a beaucoup de mes camarades qui ne foutaient pas grand-chose, y compris qui sont devenus très célèbres après. Et puis il y avait des cours de plein de choses. Il y avait des cours de droit de notre travail. Enfin, il y avait des cours de littérature, de chant même un peu. Inutile de dire que c'était pas des cours où les élèves se bousculaient, mais enfin, ça existait. Et puis il y avait des cours de technique théâtrale. Moi, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. J'ai fait tous les métiers. Je sais monter des pendrillons, j'ai fait des mises en scène, j'ai dessiné des décors, des costumes, j'ai même tenu la caisse d'un petit théâtre il y a très longtemps. Et puis j'ai commencé à apprendre aussi la lumière, la manipulation des projecteurs, etc. Parce qu'on avait quand même un théâtre à notre disposition. Donc on jouait mis en scène par des gens comme Pierre Valde ou par des camarades. Il y avait beaucoup de spectacles d'élèves, comme on disait. Et moi, j'en ai mis en scène,
des tas d'autres gens l'ont fait, des tas d'autres élèves l'ont fait. Et donc, quand on était dans le théâtre, c'est nous qui manipulions les projecteurs, les réglions, etc. J'ai appris comme ça. Je l'ai pas fait très souvent après, hein, parce que c'est un vrai métier, et si vous touchez un projecteur dans un endroit où il y a une grève tout de suite. Mais enfin, je sais le faire. Avant d'entrer à la Comédie Française, vous êtes dirigé par Vitesse dans le Faust de Goethe lors de la création du Théâtre des Quartiers d'Ivry. Cette collaboration marque le début d'une longue relation artistique. On peut citer entre autres Le Partage de Midi de Claudel en 1976, Dave au bord de la mer de René Kaliski en 1979 et Le Misanthrope de Molière en 1988. Geneviève Casil disait de Vitesse, à l'occasion de la reprise du mariage de Figaro de Beaumarchais par la Comédie Française en 1989, qui lui avait appris à vivre, à être libre et à imaginer. En ce sens, est-ce que Vitesse était une figure novatrice dans le paysage théâtral de l'époque et dans sa manière de mettre en scène? C'est très compliqué de parler du travail d'Antoine d'une manière définitive. C'est une évolution qui n'a pas cessé. Donc il est parti, pour résumer, d'ailleurs je vous dis ça, j'y avais déjà pensé, mais il l'a écrit quelque part, il l'a théorisé quelque part. Il a fait le chemin de Meyerhold à Stanislavski, c'est-à-dire d'acteurs agissants à des acteurs revivants ou vivants, les sentiments. La révolution de 1917 a évidemment engendré beaucoup de mouvements artistiques en même temps. Et donc il fallait réinventer un monde. Et Meyerhold a tenté de réinventer le théâtre. Et il a fait des mises en scène qui sont devenues très célèbres. Il a théorisé tout un système de signification des gestes, on appelle la biomécanique, qu'il a appelé la biomécanique, et qu'il a enseigné à des acteurs. Et d'ailleurs, dans le musée Meyerhold à Moscou, qui en fait un des appartements dans lequel il a vécu et qui était à l'époque où je l'ai visité, tenu, si j'ose dire, par une de ses petites filles, il y avait sur un écran, il y avait un film d'un exercice de biomécanique. Et on le voyait pas, mais on entendait sa voix. C'est pas très très intéressant la biomécanique, je le dis tout de suite. Et donc, il y a tout ce chemin qu'il a fait en 20 ans, parce qu'au fond, il a vraiment fait du théâtre 20 ans. Donc au début, ses mises en scène étaient extrêmement, formalistes, sur tous les plans, des déplacements, des gestes, de l'utilisation de la voix, de l'intelligence du texte, la façon de proférer pas le texte. Et puis, petit à petit, il s'est rapproché de Stanislavski. Et en fait, Geneviève, elle parle de ce spectacle, mais là, c'est tout à fait à la fin de son activité. Il avait d'ailleurs horreur de cette pièce qu'on pouvait l'inventer. Et il est mort 18 mois plus tard. Mais oui, c'est vrai, c'était une figure très, très importante. Et on était libre, parce que les autres disaient c'est comme si, c'est comme ça. Et il nous apprenait à ne pas être intimidés par les textes, par les auteurs et par les personnages. Il y a une espèce de grande idée que Jouvet a soutenu aussi, que il y a les personnages, les grands personnages classiques, je sais pas, Don Juan, Alceste, Célimène, sont là, flottent dans l'air, comme ça, il y a des formes, etc. Et donc, tout le travail de l'acteur, c'est d'essayer de capturer cette ombre, de se glisser dedans, etc. Mais en fait, les personnages, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le texte, les poètes et les acteurs. Les acteurs qui disent ce texte en jouant des situations. Et c'est ça qui fabrique les personnages, rien d'autre. Dire, oh non, c'est pas ça, Alceste, pas du tout, c'est pas ça. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas vu la création, de toute façon, personne l'a vu. On n'a aucun véritable témoignage de ce qu'était le théâtre à cette époque-là, à l'époque de Molière. Et donc, il y avait une camarade, une gentille camarade qui
qu'elle avait été engagée pour jouer les soubrettes, enfin, on pensait qu'elle était une soubrette de Marivaux, elle avait envie de travailler sur Phèdre, et oui, très 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 bonne idée, Phèdre. D'abord, Phèdre, c'est une jeune fille, c'est pas une vieille peau. Voilà, c'est un rapport très différent au classique et au texte en général. En 1973, Pierre Dux vous propose d'intégrer la Comédie Française. Est-ce que vous savez quels étaient les motifs de cette proposition et pourquoi l'avoir acceptée? Pourquoi il m'a proposé de rentrer? Je ne sais pas, je soupçonne quelque chose, mais il faut quand même dire qu'il a engagé une fournée d'acteurs à ce moment-là. Et il avait l'intention, l'envie de renouveler la Comédie Française. Voilà. Et puis je suis sorti premier nommé, avec un deuxième prix. Il n'y avait pas de premier prix cette année-là. Alors les seconds prix, c'était voilà, donc Richard Berry, Jérôme Deschamps. Rappel de second prix pour Jacques Villeray. Tout le monde attendait qu'il fasse des étincelles. Bon, enfin, il devait pas être en flamme, ou il avait dû se bourrer la gueule la veille. Donc Dux a engagé un jeune premier qui a eu un accessible, qui était un garçon charmant, qui s'appelait Bruno de Volder, Jérôme Deschamps, Richard Berry, et moi, et sa fille, Fanny, et Dominique Constanza. Pourquoi j'ai accepté moi? Parce que je pouvais pas faire autrement. D'abord parce que quand on entre au conservatoire, à cette époque-là, on signait un papier par lequel on s'engageait à ne pas refuser un engagement à la Comédie Française si vous était proposé. Il y avait une espèce de lien organique entre les deux maisons, comme ça. Mais on pouvait quand même se tirer sur le pas. Mais j'avais un autre problème beaucoup plus grave. J'avais un problème de service militaire. J'étais au bout de mes sursis, il fallait que je pouvais accepter aucun engagement, parce que je devais faire mon service militaire. Et Dux m'engageait, quoi qu'il en soit. J'ai signé mon contrat, je rentrais si j'étais réformé comme je l'espérais, commencer à travailler au septembre, ou bien il attendait un an. En plus, Antoine m'y a poussé, à ma grande surprise. Et puis, j'avais quelqu'un dans ma vie depuis 2 ans qui était déjà dans la maison. Vous passez 10 ans à la Comédie Française en tant que pensionnaire, puis sociétaire, à partir de 1977, année au cours desquelles vous travaillez avec de grands metteurs en scène, entre autres Jean-Paul Roussillon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. La même saison, j'ai joué Mézard en partage de midi et Arlequin dans Jeu de l'amour et du hasard. En français, on dit Pascal pour des questions de droit qui remontent au 18e. Enfin bon. La même saison, vous imaginez ça? 2 personnages aussi différents, 2 univers aussi différents. Et les 2 spectacles ont été des tabacs. Et après, Jean-Paul m'a toujours demandé de jouer dans tout ce qu'il faisait. Mais quelquefois, c'était toutes 2 répliques. C'est pour ça que quand j'ai beaucoup travaillé avec lui, oui, c'est vrai, mais j'étais une espèce de mascotte pour lui. Mais j'ai beaucoup travaillé avec lui, c'est vrai. Et il avait, je crois, de l'amitié pour moi. En tout cas, il le manifestait. Il y avait aussi Zeffirelli pour son Lorenzaccio. Ça, c'était un personnage incroyable. J'ai adoré cet homme-là. C'était un homme très très étrange parce que c'était un vrai artiste. C'était un prince de la Renaissance. Et seulement, il était persuadé qu'on l'engageait pour faire de la chantilly. Mais il savait très bien faire du théâtre autrement. Hein. Et donc, il faisait de la chantilly. Je vais raconter une histoire. Quand on était devenus très copains, moi, j'étais souvent avec lui. Un jour, il faisait la lumière. C'était encore l'époque où les metteurs en scène faisaient leur lumière. Ce que j'ai fait, moi, pendant très longtemps aussi. Et alors, il éclairait d'une manière qui nous paraîtrait aujourd'hui très démodée, un peu comme Raymond Rouleau. Et il était un très bon éclairagiste. Et donc, il règle ce qu'on appelle un effet. Il tourne vers moi et me dit... c'est bien, hein. Je dis oui, Franco, c'est vraiment formidable. Il y avait une atmosphère, il y avait comme ça. Eh oui. Bon,
Allez, on va tout monter de 20 points. C'est-à-dire qu'on monter tous les projecteurs en intensité et tout disparaît. Vraiment, on voit très bien les acteurs. C'est ce que j'appelle faire de la chantilly, si vous voulez. Mais il était rigolo, quoi. Et vous avez beaucoup travaillé avec Jean-Luc Boutet aussi. C'était compliqué parce que on était ensemble. On avait les mêmes idées, mais on se supportait pas. Quand je le mettais en scène ou quand lui me mettait en scène, ça se passait pas bien et on pouvait pas jouer ensemble. Ce qui m'éclatait de rire au nez. Il était très rieur. J'ai refusé beaucoup plus de rôles qu'il m'a proposé que je n'en ai joué. Et j'en ai quand même joué. Il avait un rapport très différent de moi avec les acteurs, mais oui, il a compté énormément, mais pour des tas raisons. Est-ce que ces gens-là ont eu une influence sur votre façon de voir l'art de la mise en scène? Ah oui, alors ça c'est sûr. Toute ma vie, chaque fois que j'ai un problème, qu'est-ce que Antoine ferait? C'est lui qui m'a appris la mise en scène. Je ne sais pas dire que mes mises en scène ressemblent à celles qu'il faisait, je ne pourrais pas ce culot-là. Mais il m'a appris à apprendre, si j'ose dire aussi, quelquefois des choses par un biais auquel on ne penserait pas, à l'envers, si vous voulez. Par exemple, il y a deux personnages dans Partage du Bien. Je me souviens de cette scène au premier acte, entre Amalric et Isée. Et c'est Amalric qui parle. Et pendant tout ce temps-là, Isée marchait, faisait des trucs, refaisait son chignon, elle circulait sur le plateau, ça. Alors qu'on aurait pensé plutôt l'inverse. C'est lui qui m'a fait faire ma première mise en scène professionnelle aussi. C'était c'était, mettons, un poème dramatique de Yanis Ritsos. Yanis Ritsos, c'était un poète grec, communiste, donc on est à l'époque des colonels, il était relégué sur une île, je sais pas quoi. Et Aragon aimait beaucoup Ritsos. Aragon et Vitesse étaient très amis. Et Aragon a eu un caprice un jour, il voulait que Judith Mag joue ce poème dramatique écrit par Ritsos, Ismène, la sœur d'Antigone, qui parle à un soldat qui, lui, ne dit rien. Et Aragon avait écrit des parenthèses, des morceaux de texte qui se glissaient de temps en temps dans le spectacle. Et il avait évidemment demandé à son ami Antoine Vitesse de monter ça, et Antoine ne voulait pas le faire. Il voulait pas le faire et il pouvait pas. Vous imaginez un spectacle pareil en privé, comment ça peut cartonner? Parce qu'il avait signé un contrat au Théâtre de la Satire à Moscou. Oui, et il allait monter Tartuffe. Donc, il m'a demandé si j'ose dire, de le remplacer. Et est-ce que vous avez été confronté à de moins bons metteurs en scène? Moins bons que moi, tout le temps. Des metteurs en scène lamentables, tout le temps. Et surtout quand j'étais en France, j'avais pas vraiment le choix. Et je me suis toujours dit ça. Il y a toujours quelque chose à tirer de cette expérience. Ne laissons rien passer. Même le plus bête des metteurs en scène peut vous apprendre un truc, peut vous proposer quelque chose. Il y a quelque chose à picorer. Bien malgré le crétin qui est en face de vous, hein, mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Regardez la liste des pièces que j'ai vues au français, les 9 metteurs en scène sur 10 sont de cet acabit-là. Comment est-ce qu'on se substitue à un mauvais metteur en scène? En le contournant. Quelquefois, ils vous demandent des trucs bizarres, vous les faites. Je vais vous raconter une histoire. J'ai joué, alors c'était après le français, hein, j'ai joué au Festival d'Avignon, une pièce de Sarraute très connue qui s'appelle Pour un oui ou pour un non. C'était une année où le festival voulait rendre hommage à Sarraute, comme il a rendu hommage à des personnages différents. Et donc, il y avait 2 spectacles, 2 pièces de Sarraute, Elle est là, et Pour un oui ou pour un non, qui venaient d'être créés à Paris. Et donc, le metteur en scène était une espèce de fou hystérique, complètement nul. Donc, c'est une pièce essentiellement en 2. Mon camarade était délicieux, on s'entend très bien, et on fait tout ce qu'il nous demandait. Et de l'autre côté, il répétait aussi l'autre pièce, parce qu'il était metteur en scène de tout. Donc il montait Elle est là avec Jean-Paul Roussillon et Maria Cazares. Et là,
C'était beaucoup plus compliqué pour lui. On a fait tout ce qu'il nous a demandé, puis, en s'approchant de la première, on a commencé à négocier des petits trucs. Et on a négocié, et ils se rendaient pas compte, parce que à côté des crises qu'ils vivaient avec l'autre distribution, oui, faites ça, faites ce que vous voulez. C'est ce que j'appelle contourner. Et puis deux fois, on peut pas. J'ai joué une pièce magnifique qui s'appelle La Veillée, de Lars Norén, mise en scène par Lavelli. Lavelli, c'est pas nul, hein. Mais il avait des idées. Et au bout de 15 jours, il faut que je m'en aille, là, je peux pas, c'est pas possible. Et puis, c'était tellement sympa. Je m'entendais tellement bien avec ma partenaire, et Catherine Niegel. Et puis la pièce est si magnifique que je suis resté et que j'ai fait ce qu'il me demandait. Et puis, la veille ou l'avant-veille de la première, l'auteur est venu. Et à un moment, on s'est croisés dans un coin et il m'a dit, on parlait en anglais parce qu'il était suédois. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Parce qu'on me le demande. Et donc, ce tout petit échange-là, on s'est compris et une amitié est née. Parce que des années plus tard, il est revenu à Paris pour Lars Norén, hein, pour monter une pièce, à lui d'ailleurs, et il a demandé de mes nouvelles, et donc voilà, je suis allé le voir, on a passé un moment ensemble, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui je ferais plus ça, je dirais non. J'avais un camarade, il avait un autre système de ruse, il se rappelait jamais de rien. Ni son texte, ni le déplacement, il se plaignait toujours, mais pauvre, oh là là, il avait 20, 30 ans plus ou moins. Oh là là, mais pauvre, genre, mais truc. Voilà, tu veux que j'aille ou genre, oh oui, qu'est-ce que je dis, oh là là là. Et donc, au bout d'un moment, les répétitions ne servaient plus qu'à lui faire apprendre son texte et les déplacements, et donc, il n'était pas emmerdé par le metteur en scène. Moi, j'ai jamais fait ça, mais il y a plein de façons de contourner les nuls. Ou les gens avec qui on n'est pas d'accord, d'ailleurs. En 1976, Vitesse met en scène Le Partage de midi de Claudel à la Comédie Française et vous interprétez le rôle de Mesa, qui est un personnage autobiographique. Brièvement, quelles sont l'intrigue de la pièce et les enjeux qui la traversent? C'est l'histoire de sa vie, de son premier amour. Il a 30 ans, c'est l'histoire de la conversion derrière un pilier de Notre-Dame, parce qu'il était une famille plutôt athée. Et là, il se convertit et il cherche à entrer dans les ordres, et puis ça va pas. Donc, il se résout à une vie laïque, et il est jeune diplomate à ce moment-là, et on l'envoie en Chine. Et le voilà, sur ce bateau, sur ce paquebot, qui s'appelle l'Ernest Simons, en route vers la Chine. Imaginez la longueur du voyage en bateau depuis Le Havre, c'est même de Marseille d'ailleurs. Et là, sur le bateau, il y a une femme d'origine polonaise qui s'appelle Rose Vetch et qui est mariée, qui a plein d'enfants, et il tombe éperdument amoureux d'elle. Il a 30 ans et il est vierge. Finalement, elle est mariée à une espèce de crétin aventurier qui veut faire des affaires louches en Chine. Il y a un autre aventurier sur le bateau qui s'appelle Amalric, mais c'est assez des noms inventés. Hein. Ils n'ont pas forcément existé comme je le raconte. Tandis que Rose Vetch et Claudel, oui, Rose Vetch, après, a, une fois en Chine, est devenue la maîtresse de Claudel, et elle a eu un enfant de lui, une fille, et il tenait à cette pièce comme à la prunelle de ses yeux, mais il voulait pas qu'on la joue. Parce qu'après, il s'est marié. Il a eu 3 enfants, dont j'ai connu 2, Pierre Claudel et Renée Nanté, qui était une femme adorable, avec qui je m'entendais très bien. Donc, il raconte cette histoire, et alors il invente la fin. Les 2 premiers actes sont à peu près ce qui s'est passé, mais la fin, c'est Tintin et Milou, c'est le Lotus Bleu, le 3e acte de Partage de midi. Parce que Isée a suivi Amalric, l'autre aventurier, qui ils sont cernés par des Chinois hurlants, et ils savent qu'ils vont mourir, parce que il ne reste plus grand chose pour se défendre, un fusil, 2 ou 3 cartouches, et là-dessus, Mesa arrive.
Il la piste depuis longtemps, il s'est déguisé en chinois. Et elle veut pas de lui, et il se bat avec Amalric, qui lui casse la gueule, et Amalric a préparé une bombe, il enclenche une machine infernale qui fait tout exploser. Voilà. Et au fond, toute la fin de la pièce, entre la sortie de Isée et Amalric jusqu'à la fin, c'est la fraction de seconde entre la vie et la mort. Vous jouez aux côtés de Ludmilla Michael, de Michel Aumont, de Jérôme Deschamps, puis de Jean-Luc Boutet. Pourquoi est-ce qu'Antoine Vitesse vous a choisi pour incarner Mesa, et pourquoi est-ce qu'il a choisi le reste de la distribution? Alors pourquoi je pense que pour lui c'est un projet un peu curieux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de hasard. Dux avait demandé à Vitesse de monter un Claudel. Et bon, de toute façon, Claudel, on ne comprend rien, donc ça sera marrant. Il essaie de rénover un peu la comédie française. Voilà. Donc il était évident pour Antoine que je faisais partie de l'aventure. Au départ, il devait monter L'Échange. Et il voulait que je joue Thomas Pollock-Nageois. Et puis finalement, on se rend compte que les droits n'étaient pas libres et que c'était le théâtre de la ville, Jean Mercure, qui les avait. Finalement, il se décide de monter Partage de Midi. Et c'était compliqué parce que Antoine avait vu la création par Barrault avec Pierre Brasseur et Louis Feuillère. Création qui avait eu lieu au Théâtre Marigny. Or, la salle Richelieu était en travaux et on jouait au Théâtre Marigny. Moi, je suis né l'année où la pièce a été créée, au Théâtre Marigny. Enfin, il y a beaucoup de trucs bizarres. Et donc, changeant de pièce, j'ai changé de rôle, puis très vite, il a pensé à Michel Aumont pour jouer à Amalric. Pour jouer Deci, il a tout de suite pensé à Jérôme Deschamps, qu'il connaissait depuis le conservatoire. Et il me disait, bon, Jérôme, c'est exactement le personnage. C'est un fils de famille, grand bourgeois, dont on a un petit peu honte, quoi. Il est exactement dans la vie le personnage. Puis le type est complètement inconsistant et Deschamps jouera ça très bien. Et en fait, on peut pas jouer ce qu'on est dans la vie. Et puis, pour le rôle d'Isée, qu'est-ce que tu penses? Tu connais la troupe mieux que moi, etc. C'était pas ce que tu cherches. Il raconte un petit peu, parce que la pièce est à la fois une cathédrale édifiée à la gloire d'une femme, mais c'est aussi assez méchant. Il avait montré comme une bécasse, surtout au premier acte. Donc c'est à la fois une vengeance et un monument à sa mémoire. Tu comprends, il faut qu'elle ait cette vulgarité, ce côté trivial. Je veux dire, en fait, ce que tu cherches, c'est une poufiasse coloniale. Et Rip dit, voilà, je cherche une poufiasse coloniale. Alors, je lui parle de plusieurs actrices qui pouvaient jouer des poufiasses. Et finalement, il choisit Ludmilla Michael, qui n'a rien d'une poufiasse, et il me dit, comme ça, la poufiasserie se verra encore mieux. C'est la vulgarité, parce qu'elle est tous au vulgaire, Ludmilla. Il y avait un moment à la fin de la pièce qu'on appelait le moment des Thénardier. Amalric a cassé la gueule à Mesa, il a foulé dans les affaires de Mesa, il a trouvé le passe, il a un portefeuille qu'il a jeté, et il faut qu'il s'en aille, parce que les Chinois vont arriver, et qu'est-ce que t'as, etc. Et elle dit, il y a le portefeuille qui est par terre. Ah oui, mon petit temps, il y a le portefeuille qui est par terre. Autant le ramasser. C'est le meilleur choix qu'il pouvait faire, évidemment. Puis après, Deschamps est parti, le Français n'a pas renouvelé son contrat, et Boutet a joué le rôle de Cise. D'ailleurs, à la création, il paraît que Claudel était furieux, c'est Jacques Dacmine qui a créé le rôle. Et Jacques Dacmine, c'est donc le contraire de ce qu'on imagine en lisant la pièce. Puis après, Jean de Saïd a joué, alors là c'est beaucoup plus dans la lignée de ce qu'on peut imaginer, la veulerie. Sauf que quand même, elle a plein d'enfants, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à la sauter. Il y a un moment, Malgré dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est ce mariage avec ce type Elle lui répond, quand il me regarde d'une certaine façon, quand il me regarde de ses grands yeux aux longs cils, il a des yeux de femme tout à fait. J'ai beau essayer, je ne puis lui résister pas. Donc pourquoi j'ai été distribué, je ne sais pas.
parce qu'il m'aimait bien, parce qu'il pensait que je pourrais le guider dans la maison. J'étais pensionnaire à ce moment-là, hein. D'ailleurs, on était tous des sous-merdes pour la maison à ce moment-là. Partage de midi était la première mise en scène claudélienne de Vitez. Comment est-ce qu'il a abordé cette œuvre et comment s'est déroulé le travail de transmission et de création autour de la pièce? Tout le monde s'attendait à une catastrophe abominable. L'atelier de costume n'avait même pas voulu faire des costumes. Antoine avait demandé 2-3 trucs. Bah ouais, d'accord. Par exemple, il avait une idée magnifique. Au dernier acte, au fond du décor, il y avait une psyché, donc un miroir. Et avant le cantique de Mesa, donc Isée sort, et on entend rire hystériquement. Ça, c'est Claudel qui écrit ça. Et Antoine avait l'idée que ce rire fracasserait le miroir, qui volerait en éclats, et que la réflexion de ces éclats créerait la mer d'étoiles autour de Mesa. Elle dit, là, alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah bon, ben, on prend les bouts des cognets, mais après, on a été vengé quand même. Parce que le jour de la générale, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand le rideau est tombé sur le premier acte, qui fait quand même 1h20, hein, je n'ai, de toute mon existence, jamais entendu une salle applaudir aussi longtemps à un entracte. Lui, là, faisait derrière le rideau, sauter comme un cabri. Ça, moi, j'étais beaucoup plus prudent, et puis, Et lors d'une interview, Michel Aumont avait dit que, aux Français, vous n'aviez pas tellement l'habitude de ce genre de travail. oui, parce que c'était beaucoup plus formaliste. D'abord, Antoine nous avait demandé de respecter les versets. Il y a des arrêts à la fin, un peu comme des vers, mais c'est des vers irréguliers, ce qu'on appelle le verset claudélien, c'est pas là. Ce que je viens de vous faire, là, quand il me regarde de ses grands yeux aux longs cils, quand il me regarde de ses yeux, il a des yeux de femme tout à fait, j'ai beau essayer, je ne puis lui résister. Bah, il y a ce genre d'effet tout le temps dans la pièce. Et puis, des choses tout à fait... par exemple, pour jouer la chaleur, ça je me souviens. Comme metteur en scène, ça m'a beaucoup servi après. Évidemment, il fait une chaleur épouvantable, ils sont en pleine mer Rouge, c'est le passage de la ligne, il fait 45 degrés, ils sont sur le pont mais sous une toile, enfin... En même temps, il faut jouer un truc. Il y a des enjeux d'essai, mais... Et de temps en temps, on s'arrêtait et on ne jouait que la chaleur, au lieu de mélanger. Pour Michel, c'était vraiment très bizarre. Moi, j'avais l'habitude. Alors Michel, il était très soucieux, parce qu'il savait que Antoine était communiste, qu'il n'y avait pas de blasphème quand même, Claudel. Et en fait, évidemment non. Au contraire, il y avait une espèce de respect, d'amour, D'ailleurs, au français à l'époque, je pense que c'est toujours comme ça, chaque spectacle, et pendant la répétition, est accompagné d'un régisseur souffleur. C'est-à-dire qu'il note les places, qu'il note la mise en scène. Et le chef de service, qui était un homme d'une foi profonde, il avait décidé de suivre ce spectacle. C'est un homme qui prenait des cours de théologie, et avec Antoine, de temps en temps, il discutait de théologie. Parce que Claudel, c'est un grand poète catholique, comme on dit. Mais le dieu de Claudel, c'est pas très catholique, hein. Parce que c'est un espèce de dieu terrible que Claudel assimile au soleil dans le partage de midi. Et quand l'adultère se commet dans le cimetière chinois au deuxième acte, Dieu se voit de la face. Il y a une éclipse de soleil. Donc ça se passe, c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas du tout le dieu, c'est plus le dieu de l'Ancien Testament que celui du Nouveau. Il y a quelque chose de sauvage, de barbare, une espèce d'idole païenne. La pièce avait été créée en 1948 par Jean-Louis Barrault. Ludmilla Michael avait évoqué le poids de reprendre un rôle marqué par l'interprétation d'Edwige Feuillard. Est-ce que vous avez ressenti une pression comparable en ce qui concerne le rôle de Mesa qui était initialement interprété par Jean-Louis Barrault?
Oui, on savait tous que c'était un spectacle légendaire, on savait tous que c'était le grand triomphe de Feuillère. Mais d'abord, j'ai eu un agent qui me parlait de la création et disait que c'était entièrement ridicule. Toute la scène du cimetière, Jean-Louis Barrault massant le corset d'Edwige Feuillère en lui soufflant à l'oreille, elle trouvait ça ridicule. Et puis, Barrault, comme acteur, était un peu moins intimidant que Feuillère. Mais oui, c'était très intimidant, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien jouer les pièces. Depuis cette mise en scène, celle que j'ai jouée, il y en a eu d'autres, dont certaines très bien. Mais surtout, ça ne ressemblait tellement pas, à mon avis, le Mesa que j'ai joué à celui de Barrault. Barrault, c'était une énorme vedette à l'époque. C'était une vedette de cinéma aussi. Et puis, il avait triomphé aussi avec Claudel pendant la guerre, le soulier de satin. Et lui jouait Rodrigue, etc., etc. En 1979, Jean-Luc Boutet met en scène Don Juan de Molière avec Francis Huster dans le rôle titre. Vous interprétez Sganarelle qui est un personnage indissociable de Don Juan. Comment se construit sur scène l'alchimie d'un tel duo et est-ce qu'elle doit reposer sur une affinité particulière entre les acteurs? Oui, dans cette mise en scène, parce que Boutet avait voulu une espèce de gémellité entre les deux personnages. Souvent, Sganarelle, c'est un type plus âgé, un peu bedonnant, etc. Mais là, Boutet avait voulu cette gémellité. Mais il se trouve qu'il y en a un qui est d'extraction basse, très plébéienne, et l'autre qui est un grand seigneur. Mais à part ça, ils ont le même âge. Enfin, dans la conception de Boutet. Et ils sont les deux pièces d'une même médaille. On peut dire que Don Juan fait son numéro pour Sganarelle et que Sganarelle fait son numéro pour Don Juan. Et Francis et moi, on se connaissait très bien, on s'était connus au conservatoire, on avait joué ensemble un peu au français. Et il était, à l'époque, une vedette de cinéma aussi. Il était très gentil et très respectueux avec moi. C'est très difficile de répéter Sganarelle, parce que Sganarelle, il est toujours en réaction à ce que fait Don Juan, ou à ce que dit Don Juan. Et tant que l'acteur qui répète de son côté Don Juan n'est pas au point, on peut pas répéter. C'est très angoissant de répéter Sganarelle. Parce qu'en fait, il y a 2 ou 3 tyrannes, mais très peu. Ça se fait au dernier moment. Donc j'étais très très angoissé. Mais Francis, il était merveilleux avec moi. Quand il y a le premier grand moment de Sganarelle, c'est au début du 3e acte, dans la forêt, 2 sont 4 et 4 et 4 sont 6, etc. Non, pas 4 sont 6, sont 8. Dans la mise en scène, il y avait un précipité entre le 2 et le 3. Un précipité, c'est le rideau qui tombe et il y a de la musique. En l'occurrence, il y avait de la musique. Et on change de costume puisque de toute façon, les personnages sont censés se déguiser. Comme ça allait très vite, on passait sur scène, les habilleuses arrivaient, on mettait les trucs qu'il fallait, etc. Il était au premier plan, Jardin. Et moi, à peu près au milieu du plateau, quand ça commençait. Et donc, comme il était censé dormir par terre, il s'allongeait, et il attendait le lever du rideau. Mais comme il connaissait la musique, tous les soirs où on a joué, 3 secondes avant que le rideau se relève sur le 3e acte, il se redressait et il m'envoyait un baiser pour me dire merde. Vous quittez la Comédie Française en 1983 et vous déclarez au Figaro vous sentir à bout de souffle, desséché, avec l'impression de tourner en rond. Votre départ coïncidait également avec celui de José Maria Flotats, qui trouvait à la maison un climat tendu, et avec l'arrivée du nouvel administrateur Jean-Pierre Vincent. Pourquoi est-ce que vous êtes parti ? Pour toutes ces raisons, je me sentais enfermé dans un emploi qui était pas le mien, une espèce de jeune premier un peu naïf quelquefois. Puis je suis parti parce que je me suis posé la question simplement parce que j'arrivais à 10 ans, donc j'avais la possibilité de m'en aller. Donc j'ai réfléchi. Je regardais quand même autour de moi. Et je voyais que, par exemple,
Patrice Chéreau arrivait à Nanterre, il y avait l'aventure de Mnouchkine à La Tempête, il y a mieux à faire que d'être ici, quoi. Donc je me sentais, c'est vrai, tourner en rond. Il y avait quelques-uns de mes associés qui commençaient à me les briser menus. Pas beaucoup, mais 2 ou 3, mais ça suffit. Et puis, je commençais à douter de la pertinence de cette institution. Et je savais, avec l'arrivée de Jean-Pierre Vincent, que si je restais, je serais, par loyauté, contraint de défendre une maison à laquelle je ne croyais plus vraiment. En plus, il a été nommé 1 an avant de prendre ses fonctions, donc je l'ai bien connu. Il détestait cette maison, et d'ailleurs, il avait été nommé pour la mettre à bas. Il nous mentait comme un arracheur de dents, il nous aimait pas. Moi, il m'a dit, quand même, dans cette maison, il n'y a que 2 acteurs. On était 70. Michel Aumont et Denis Jans. Je pensais merci pour moi, merci pour Cérès, merci pour Boutet, merci pour Catherine Yegel, pour Catherine Samy, pour c'est les meilleurs. Pour François Seigné, c'est sublime. Comprenez l'opinion que j'ai de cet homme. En plus, je trouvais ses mises en scène minables. Donc voilà, je n'ai pas envie de me battre avec lui. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le théâtre public, sur ses responsabilités et sa capacité à répondre aux enjeux artistiques et sociaux contemporains ? Je pense rien du tout. Parce que ce que je crois, c'est qu'on demande au théâtre ce qu'il n'est pas. Lisez le petit organon pour le théâtre de Brecht, et vous verrez ce que pour Brecht est le théâtre. C'est quand même un homme qui écrit en République démocratique allemande, le directeur du Berliner Ensemble, et dit le théâtre, c'est fait pour rigoler, c'est fait pour rêver, c'est pas fait pour régler les cas sociaux, c'est pas une assistante sociale. Alors, pour justifier leur action, et la décentralisation, la seconde vague de décentralisation dans les banlieues, etc. Ah oui, mais le théâtre, c'est formidable, ça quand même, on va à la rencontre de l'ouvrier, on apporte la culture. Mais même il y a 50 ans, dans le théâtre de banlieue, le public, c'était pas des ouvriers. C'était des bobos de Paris qui prenaient leur voiture ou le RER pour aller dans ces spectacles. Le théâtre n'est pas un pansement à poser sur les plaies de la société, pas plus que ne l'est la musique ou la peinture. L'architecture, c'est très différent, c'est justement le contraire. Mais enfin, à l'origine, le théâtre, c'était quand même un événement à la fois civique, citoyen et religieux, qui rassemblait la cité. Donc, il y avait l'hôtel de Dionysos qui brûlait sur le Proscenium, pendant les représentations. Donc, il y avait un côté, religieux, célébration religieuse, rassemblement de la cité, autour d'un événement, de poètes, etc. Et donc, pourquoi ce demi-cercle qu'a repris d'ailleurs le théâtre d'Alien, c'est pour que le spectacle, ça soit à la fois le spectacle qui est sur le Proscenium, mais aussi le spectacle de ce rassemblement de la cité. On jouit d'être ensemble, on jouit d'être français, d'être athénien, d'être grec. On mesure cette appartenance. C'est ce que j'appelle la dimension citoyenne, civique du théâtre. Et au fond, depuis que l'art de la mise en scène a été inventé, parce que c'est un art récent, ça date du début du XXe siècle. Stanislavski, André Antoine en France, s'est dit que le théâtre, c'était en effet, une arme citoyenne. Il y a toujours cette idée quand même que le théâtre devrait avoir quelque chose de constructif dans la société. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la génération à laquelle j'appartiens, à 1 ou 2 exceptions près, tous ces gens qui ont occupé des postes à l'Odéon, c'était des mauvais prêtres. Parce qu'ils ne croyaient pas du tout à la mission à laquelle ils étaient censés adhérer. Ils ne croyaient pas du tout à l'intérêt ou à l'importance du théâtre public. Et je sais parce qu'ils me l'ont dit. Ils hurlaient de rire dès qu'on parlait au théâtre public. Moi qui
beaucoup travaillé en privé après. J'étais horrifié d'entendre ça, horrifié. Je suis pas du tout religieux ou catholique, complètement athée, mais je déteste les mauvais prêtres. S'ils n'y croient pas, qu'ils fassent autre chose. S'ils ne croient pas au théâtre public comme Françon maintenant. Il a craché sur le théâtre privé pendant toute sa vie, maintenant qu'il est vieux et qu'il n'a plus de théâtre, et il travaille dans le privé. Parce que dans le privé aussi, on fait du théâtre. Enfin, je suis pas très bon juge de cette histoire du théâtre public et tout ça. Je m'y mets pris les pieds depuis longtemps.